Alors, c'est super de se retrouver ici, hein, ensemble, et de pouvoir partager ce qu'on a entre nous avec le reste du monde, en fait. Donc, d'abord, j'aimerais comprendre un peu plus de toi, Aïcha. J'aimerais savoir d'où tu viens, combien de temps tu fais des films, et pourquoi tu es là. Ok, donc bonjour. Merci pour cet insigne honneur que vous faites au-delà de ma personne, à toute l'équipe du film Zander. Donc moi, je m'appelle Aïcha Maki. Je suis nigérienne. J'ai commencé à faire les cinémas, c'était en 2011. Mais bien avant d'arriver dans les cinémas, j'étais prédestinée à aller là-bas. Parce que dès mon jeune âge, j'ai commencé la culture, j'avais 6 ans. La première fois que je suis allée en scène. Et depuis lors, j'ai continué à le faire. Mais à proprement dit, le cinéma, je l'ai rencontré sur le terrain de la science. Sociologue de formation, donc j'allais faire des enquêtes sur le terrain, sur beaucoup de thématiques. Et c'est là où j'ai rencontré vraiment l'envie d'aller vers le cinéma pour mieux raconter le monde et mieux me raconter dans une langue locale pour que les gens me comprennent. Et d'autant plus que plus de la moitié de la population est analphabète. Donc, à qui est-ce qu'on présente tout ce qu'on fait? Ça m'a amené à poser beaucoup de questions. Et je me suis rendu compte que la langue internationale, en fait, c'est l'image. Si, par exemple, Julia, elle est contente, on n'a pas besoin d'expliquer par sous-titrage, elle est contente, quoi. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans les cinémas. C'est grâce à un forum qui est Inoussa Ousseini, à l'époque l'ambassadeur permanent du Niger auprès de l'UNESCO, a mis en place un forum pour permettre de recevoir des jeunes qui ont envie de faire du cinéma et de les former. Donc, je commençais là et après, il m'a donné une bourse avec 2 autres jeunes. Aujourd'hui, il y a une qui est à la télé, il y a une autre qui est au ministère. Et on est allé là-bas pour légitimer notre passion. Et c'était comme ça que j'ai rencontré le réseau Africadoc, grâce toujours à ces forums-là. Et je suis allée au Sénégal compléter ma formation en faisant un Master D cinéma documentaire de création. Ok, super. On va y revenir parce qu'il y a des choses, tu as déjà semé des graines que j'aimerais explorer plus en tout cas. Okay. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi présenter Guillaume, qui est le directeur de Produire au Sud, mais aussi comprendre d'où tu viens et pourquoi tu fais Produire au Sud, combien de temps que tu le fais. Alors, donc, Guillaume Minguet, je travaille pour Produire au Sud depuis 2010 et pour le Festival des Trois Continents depuis 2007. C'est dans un contexte de chaises un peu tournantes et de mouvements en interne au Festival des Trois Continents que j'ai récupéré les rênes de l'atelier Produire au Sud, l'atelier qui était nantais au départ, qui sélectionne des projets de fiction essentiellement. On reparlera de l'exception faite pour Zinder face au documentaire et à la proposition qu'on pouvait absolument pas manquer à l'endroit du projet d'Aïcha depuis donc 2010 et j'ai développé des ateliers à l'étranger également de manière pérenne dans le cadre de partenariats qui tiennent bon, qui fait qu'aujourd'hui, la proposition de Produire au Sud dans son ensemble, c'est 7 ateliers à l'année. À Nantes, dans le cadre du Festival des Trois Continents, mais dans 6 autres endroits des Trois Continents, à Taïwan, en Thaïlande, en Israël, en Inde, en Afrique du Sud et au Maroc, pour essayer de répondre davantage à davantage de projets, davantage de porteurs de projets, puisqu'on sélectionne très peu de projets par atelier. Voilà, ce qui est une des marques un petit peu des ateliers. Donc c'est mon activité principale, mais je suis, et c'est ce qui fait sans doute que je me sens particulièrement lié aux réalisateurs et aux auteurs, c'est que je suis moi-même un réalisateur, auteur de courts-métrages pour l'instant. Je travaille sur un premier long-métrage. Donc tout ça, tout ça explique ce grand attachement à la question en même temps de l'accompagnement de jeunes talents, de jeunes professionnels, et en même temps comment dire,
la conscience très grande que j'ai de l'endroit où ils ont besoin d'être aidés, quoi. Le fait d'être lancé depuis des endroits où c'est pas toujours facile de trouver des connexions internationales. Donc moi, je présente vraiment l'endroit de Produire au Sud comme on en a parlé comme ça, de cette manière-là hier avec Aïcha lors de autour de la présentation du film en ouverture, mais comme une maison. Ici, c'est comme une maison pour les producteurs et réalisateurs qui sont passés par les ateliers. Un point fixe de repère où tout est possible, de la prise de contact, de nouveaux contacts, d'un soutien par une lettre de recommandation, des informations complémentaires sur un fonds, etc. Donc c'est un peu plus dans ma perception et dans ce que j'ai envie de mettre en place, que j'ai mis en place depuis quelques années, c'est un peu plus qu'un atelier qui accueille très momentanément des groupes de jeunes professionnels. C'est aussi un lieu de rencontre et un lieu fixe où on crée des liens qui durent, quoi. Voilà. Donc, c'est très clair que tu as une empathie pour les participants qui vont venir et ça te permet à mettre en place une programmation qui leur convient. Juste un peu plus sur Produire au Sud, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est en fait? Produire au Sud, c'est alors le titre exact, c'est un atelier de formation initiale aux outils de la coproduction internationale. On s'adresse à des jeunes producteurs et jeunes réalisateurs qui ont déjà démarré leur carrière professionnelle de producteurs et de réalisateurs, mais à une échelle plus locale ou nationale. Et avec le projet qu'ils présentent et qu'on retient, c'est la première expérience internationale. C'est vraiment l'entrée dans les marchés. Et donc nous, on offre cette possibilité par le biais d'une formation plus ou moins complète évidemment, mais en tout cas complémentaire de ce qu'ils connaissent déjà, de ce qu'ils peuvent s'attendre à rencontrer sur les marchés internationaux en termes d'écriture, d'exigence de marketing, de distribution, et puis de toute la dimension de la stratégie de production. Donc c'est un travail, un lieu et un atelier de rencontre, parce que les jeunes professionnels s'aident aussi entre eux, se découvrent et apprennent beaucoup d'entre eux, de leurs différences culturelles, des différentes possibilités dans les différents pays, et puis travaillent de manière vraiment individualisée sur tous les éléments et les outils qui vont permettre à leur projet de trouver la voie depuis le pays de production, quoi. Voilà, c'est vraiment... Et donc, pour ces 7 ateliers partout dans le monde, il y a un appel à projet une fois par an? Ou comment est-ce que les gens peuvent appliquer? Pour l'atelier de Nantes, c'est effectivement un appel à candidature qui ouvre à peu près en mai pour l'atelier qui a lieu en novembre. Et sinon, il y en a un aussi pour tous les autres ateliers internationaux. Et vous acceptez combien de projets? 6 projets en moyenne. Voilà, ce qui renvoie vraiment à la question de l'accompagnement dont je parlais, qui est très précieux et précis aussi dans la manière dont on souhaite le faire. 6 projets, c'est donc 12 personnes autour de la table par atelier. Et pour nous, c'est vraiment le nombre parfait qui permet en une semaine d'atelier de rencontrer tout le monde, qui empêche qui empêche tout le monde de se cacher derrière le groupe. On est obligé de les rencontrer, chaque producteur, chaque productrice, réalisateur, réalisatrice, et c'est aussi ce qui permet d'assurer la précision de l'accompagnement après l'atelier, puisqu'on se connaît. On connaît les noms, on s'est rencontrés. C'est des visages, c'est des histoires, c'est au-delà du projet du film en lui-même. On a le temps de se rencontrer, quoi. Ce qui, je le souligne, fait un peu la différence avec un certain nombre d'autres programmes internationaux où peut-être les sélections sont plus nombreuses et où il y a plus de gens. Moi, je mets vraiment l'accent et un véritable point d'honneur à pouvoir et garder cette possibilité de rencontrer vraiment tous les gens.
C'est bien, on va pouvoir y revenir parce qu'Aïcha a pu participer en plusieurs ateliers, il me semble, partout dans le monde. Donc, de pouvoir aussi discuter un peu de ces différences. Mais pour l'instant, je voudrais savoir comment est-ce que toi, Aïcha, tu as pris conscience de produire au Sud et pourquoi tu as décidé d'appliquer avec ton projet. Bon, d'abord, il faut le dire, le premier contact, c'était grâce à l'arbre sans fruits. D'ailleurs, je me rappelle cette année-là, non seulement j'étais la seule femme, mais aussi c'était le seul documentaire. Ah, tu nous dis, L'arbre sans fruits, c'est ton L'arbre sans premier long fruits, c'est métrage. mon premier long métrage, donc c'était le seul qui était en compétition. Et le seul documentaire, et j'étais la seule femme, en fait, cette année-là. Et donc, j'ai découvert avec plein d'émotions et de surprises, en fait, les gens qui étaient là dans une sorte de cocon familial en train de discuter. Et je suis allée au pitch. Ça m'a émerveillée. J'ai dit, ça, je souhaiterais un jour être dans la même situation que ces auteurs qui viennent des contrées différentes et qui arrivent à se mettre autour de la table, discuter en fait des thématiques aussi diverses sur les 3 continents. Et donc, j'ai commencé à mûrir l'idée de me dire un jour, il faut que j'envoie un projet. Et entre-temps, j'étais déjà, en fait, j'esquissais le projet Zender. Et donc, c'est ce qui a fait qu'on avait appliqué l'année qui suivait et on a eu la chance d'être sélectionnés. Et donc, Ousmane et moi, Ousmane, c'est mon producteur, en fait, africain, qui est malien. Et donc, on était venus dans cette famille qui nous a accueillis. Du fait qu'on n'était pas nombreux, comme le disait Guillaume, ça a permis de former une sorte de famille, en fait. On n'était pas des chiffres. On était des visages, on était des personnes, en fait. On pouvait mettre des noms sur chaque visage. On pouvait se dire que celui-là, il vient de telle contrée, il a tel projet, du fait qu'il n'était pas pléthorique. Et donc, c'était un truc d'assez important. Et aussi, il y avait un suivi, en fait. Pourquoi je dis un suivi périn? Parce que tous les jeunes avec lesquels on avait fait ces passages-là, on a gardé contact. Je pense que c'est ce qui fait la différence. Puisqu'il y a certains ateliers, quand on y va, en fait, on sort avec beaucoup de visages, mais auxquels on n'arrive pas à mettre des noms. Et donc, ça, c'était embêtant. Ça m'est arrivé plusieurs fois de croiser des gens et je n'arrive pas à appeler leur nom. Et ce n'était pas le cas ici. Et donc, c'est ce qui fait vraiment une différence ici. Et du fait que aussi les gens arrivent à trouver des choses à faire ensemble, puisque moi, je me rappelle, en fait, il y avait un bus qui nous transportait d'un endroit à un autre. Donc, dans le bus, il y avait des débats. Il y a des moments où on est écouté pendant comment on appelle ça, la formation. Et en rentrant, en fait, à l'hôtel, là où on était tous ensemble, on continue à partager des expériences, on continue à parler des projets. Donc, ça apportait quelque chose, ça enrichissait. Il y avait des questions qui venaient comme ça. Et donc, tout ça, ça a servi à ce que, comment dire, en fait, cette connexion, il reste. Et pour qu'on continue encore à demander comment ça avance le projet des uns. Et on veille un peu, en fait, des uns sur les autres, quoi. Ok, avant de continuer, il faut expliquer un peu comment l'atelier fait partie du Festival des 3 continents, parce que tu en as fait référence en disant que l'arbre s'enfuit a été projeté et que tu as vu les pitchs. Donc, tu peux, Guillaume, m'expliquer un peu ça, le contexte dans lequel Produire au Sud se fait? Alors, on le présente comme le programme industrie du Festival des 3 continents, comme il y a d'autres programmes attachés à d'autres festivals en Europe et à travers le monde, qui a cette particularité d'être sur le champ de la formation initiale et qui a été, il y a 20 ans, puisqu'on fête les 20 ans là cette semaine, une manière pour le Festival des 3 continents de repérer bien en amont de la création des films, de la réalisation, de la production des films, des promesses de films, des promesses de réalisateurs, de producteurs, etc., sur lesquels on croit sur le papier. Donc, c'est ce qui fait que les projets sont sélectionnés. Et donc, c'est un véritable outil de travail vivant du Festival des 3 continents. Et qui s'est posé au fur et à mesure des années comme une formule qui était très attractive pour répondre à plein de demandes de jeunes professionnels à travers le monde à qui il manquait justement probablement cet espace de la formation initiale. C'est-à-dire ce début, cette entrée
cette première étincelle pour lancer, pour oser, pour peut-être aussi parfois comprendre comment est-ce qu'ils peuvent faire partie, comment lancer leur projet et puis leur carrière à eux. Et on a bien vu que et toujours 20 ans plus tard, que c'est une nécessité, il y a un besoin toujours à cet endroit-là. Donc l'atelier nantais se déroule pendant le Festival des Trois Continents et l'idée étant d'essayer de se faire croiser à un moment donné les deux programmes, en tout cas parce qu'on est évidemment fiers de ce programme-là, de la sélection de chaque année, donc de faire en sorte que les festivaliers qui viennent voir les films chaque année puissent rencontrer, apercevoir les talents de demain. Et donc, il y a un endroit, parce que c'est vrai que le travail que vous faites à 12, quand vous travaillez tous ensemble, c'est relativement, euh, comment, Privé, en fait. oui, invisible, souterrain, on va dire. En tout cas, vous êtes, c'est un peu même confidentiel parfois, parce que vous échangez des choses qui sont aussi tout à fait, encore pas, naissantes, juste. Et donc, on a le moment des pitchs publics qui, comme on en parlait, ou tu pourras peut-être en parler, et le moment où on voit les visages, on entend parler du projet pour la première fois, les premiers mots, et puis où à partir de ce moment-là, nous on peut considérer depuis l'organisation de l'atelier que le projet il est public, il est connu au niveau international et qu'on peut le faire connaître. Donc c'est à cet endroit-là qu'il y a cette rencontre. Et puis après, c'est vrai que c'est aussi, et c'est sans doute la chose la plus importante à dire, Produire au Sud a une activité permanente à l'année avec ses 7 ateliers. Donc c'est en même temps la tête chercheuse du Festival des Trois Continents qui fonctionne toute l'année, avec une actualité permanente sur 7 territoires, donc qui ne cesse de repérer des jeunes gens, ou en tout cas repérer, disons, d'être à l'affût de ce qui se passe dans les pays dans lesquels on circule, où il y a des ateliers, pour repérer des projets. Donc il y a une veille permanente que le festival peut, on va dire, utiliser des années plus tard. Et là, le cas de Zinder et d'Aïcha dans son passage à Nantes est exemplaire, puisqu'il y a quelques années, le film était sélectionné. Le film revient sur les écrans du festival. C'est magnifique. Donc, ça nous amène à Zinder. C'est ton projet avec lequel tu as appliqué à Produire au Sud. Tout à fait. OK. Donc, c'était l'atelier de 2018. Et tu avais déjà un long métrage qui a fait un voyage partout dans le monde et qui a gagné plein de prix. Pourquoi le besoin de retourner dans cet atelier, un incubateur? Déjà, il faut le dire, en fait, les thématiques que j'ai traitées ne sont pas les mêmes. Je fais un film, une autobiographie, donc c'était un film, je dirais pas facile, parce que filmer les siens, c'était pas comme je le croyais, en fait. Mais comparé à celui-là, là où je vais sur un long métrage et sur une thématique qui est quand même assez sensible, j'avais vraiment besoin d'aller pour avoir de l'expertise. Non seulement de faire, comment dire, en fait, attends, je cherche le mot, d'évaluer les risques du projet, parce qu'on le fait. Parce que quand vous parlez de votre projet, tout de suite, il y a des auteurs, soit qui connaissent des gens qui ont traité ces mêmes genres de thématiques, qui vont vous parler de savoir comment marcher sur des œufs. Et vous avez des mentors aussi qui sont là pour vous recadrer, en fait, pour vous dire, on vous pousse en fait à vous poser des questions et aller au-delà en fait de votre réflexion. Et donc c'est tout ça, cet avantage-là. Et aussi, ça nous permet en fait de savoir est-ce que c'est un projet qui pouvait aussi parler au monde. Oui, c'est important parce qu'on fait des films pour nous-mêmes, mais il faut le faire aussi pour les autres, en fait, puisqu'on est dans une sorte de coproduction internationale et qu'ici, on veut s'ouvrir vraiment pour aller vers le cinéma du monde, il va falloir penser à tout ça. Et quand vous rencontrez, par exemple, quelqu'un qui vient du Népal et à qui vous parlez d'un projet qui va se passer à Karakara, dont il ne savait même pas comment mettre la carte du Niger sur même la carte de l'Afrique, c'est important que quelqu'un vous dise que ça, vous l'appliquez chez moi, il passe.
Voilà, vous voyez, et vous parlez tout de suite en fait à quelqu'un qui vous dit, mais oui, moi je viens d'une nation là où aussi tu trouves ce genre de trucs, mais avec des appellations différentes, mais voilà. Donc tout ça, ça fait écho. Donc tout de suite, en fait, vous vous inscrivez le projet dans une thématique, dans une démarche, comment on appelle ça, à aller vers les autres aussi. Donc ça nous permet aussi d'avoir du recul par rapport, puisque quand on fait un projet, et c'est sa réalité, entre guillemets, donc on est trop dedans. Ça nous permet en fait d'avoir un peu du recul par rapport à ce qu'on reçoit des autres aussi, leur perception du projet. Et je considère que moi, toujours, dans un atelier, quand on vient, les auteurs, les mentors, c'est nos premiers spectateurs. Vous racontez votre projet tout de suite. Il y en a qui commencent à avoir les images. Il y a d'autres qui vont vous poser des questions. Donc, vous vous dites qu'en fait, même les films, quand il va sortir, ça va être la même chose. Et donc, ça vous permet de vraiment jauger par rapport à où est-ce que vous allez et si vous allez de ce côté plutôt que de l'autre côté. Donc, tout ça, c'est important, on en a besoin. Et surtout pour des gens comme moi, je fais un premier film, c'est vrai, mais j'apprends toujours. Parce que je viens de la sociologie et c'est pas évident. C'est pas comme quelqu'un qui a fait ses études en cinéma ou qui a fait énormément de films. Donc, le fait de passer dans des laboratoires comme ça, dans des ateliers, ça permet de regarder aussi des films. C'est très important. Et c'est en ce sens que je trouve très important le fait qu'on allie travailler dans les ateliers, aller voir des films à la fois. Et donc, ça nous a amené, puisque la meilleure façon de faire des films, c'est de regarder les films. Donc, on voit les auteurs, on voit le point de vue des gens, la façon de filmer. Donc, tout ça, ça enrichit en fait notre façon de voir les choses et ça nous permet aussi d'avoir un background avec lequel on retourne chez nous. Donc, tu as touché sur deux singularités de Produire au Sud, en fait. Le fait que ça soit pendant le festival et que les participants puissent aller voir des films, qui a été très important pour toi, de voir des films de ces trois continents et de s'enrichir. Et aussi le fait que les participants de l'atelier viennent de partout dans le monde. Hein, et que ça a été très important pour toi d'avoir ce regard, non seulement de la France, mais aussi d'Asie et Amérique latine. Et Guillaume, comment, puisque c'est important, ce mélange et ces regards, comment est-ce que ça entre dans tes pensées au moment de sélectionner des projets? Est-ce que c'est très important de faire une équipe qui est... Alors oui, évidemment, et en même temps, on sait que ça va arriver d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, quelle que soit la sélection des projets, on sait que le travail va être, l'échange va amener à ça, et que chaque binôme, chaque réalisateur, producteur va pouvoir, voilà, trouver un écho à... C'est dans l'ADN de Produire au Sud. Après, de savoir exactement ce qui va se passer, parce que c'est une aventure qui est tellement humaine, de savoir exactement ce qui va se passer, ça, c'est pas possible. C'est aussi pour ça que moi, à chaque fois qu'il est question d'organiser un atelier, et donc ça revient assez régulièrement maintenant, c'est comme une nouvelle chose à chaque fois. Parce que ce qui donne la nature et la singularité de chaque atelier, c'est le groupe qui est sélectionné. Les histoires qu'on rencontre, voilà, la singularité de ces histoires-là, la singularité des parcours, mais aussi ce que les 6 projets font ensemble, créent ensemble, en fonction de quel pays ils se rencontrent. Je me souviens d'une année où, à la fin d'un atelier, un projet du Mozambique avait quasiment décidé, en partant de Nantes, de coproduire avec un projet du Brésil, un projet du Costa Rica s'était entendu suffisamment avec un projet du Chili pour coproduire également. Donc il peut y avoir des choses comme ça qui seront des rencontres qui dépassent même le cadre de l'entente humaine et sur la question du projet ou des bons retours qu'il peut y avoir avec bienveillance de chacun sur le projet de... Il peut tout se passer, et puis d'autres années, ça, il faut le dire aussi, ça existe, ça marche moins bien. Mais ça n'a pas à voir avec, je pense, la qualité des projets, plutôt que juste l'alchimie qui fait de ce que sont chaque participant au moment de la sélection de leur projet. C'est de la dynamique de groupe, c'est de la psychologie sociale, donc autant d'éléments qui font partie de l'ADN et qui est maintenu et qui est entretenu à partir du moment où on sélectionne aussi peu de projets.
C'est-à-dire que si on dépasse... moi, 12, j'aime bien parce que 12, je disais que tout à l'heure, on ne peut pas se cacher. 12, on apparaît forcément, les 12 personnes sont là autour. À partir de 14, même un projet de plus, ça crée des sous-groupes, ça crée une autre dynamique et l'ambiance générale peut en pâtir ou ne pas être la même. Donc ça a véritablement à voir avec cette question de... on est tous ensemble, quoi, et on va partager tous ensemble. On va être obligé de partager. Et si vous acceptez, dans l'application que vous avez envoyée, dans la demande, votre candidature, il y a cet accord tacite. Pour nous, c'est comme ça qu'on le reçoit. Vous venez pour partager votre projet et recevoir. C'est pas et donner aussi sur les projets des autres. Donc voilà, c'est cette dynamique-là au niveau de la sélection qui est en même temps très importante et en même temps qui n'est pas, évidemment pas un critère de sélection. On sélectionne ce qu'on reçoit de la qualité artistique des projets, de la faisabilité des projets, de leur potentiel, on va dire, en matière de coproduction internationale. Mais c'est tout. Et après, la magie opère, quoi. Ouais. Je pense que j'ai quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'il vient de dire Guillaume. C'était la première fois en fait que moi, en tant qu'auteur, je reçois tous les projets. Eh oui, j'allais justement tous les projets. Ouais. Avant de venir, déjà, j'avais tous les projets à lire. Et donc, c'était la première fois qu'en tant qu'auteur, on m'envoie le projet de quelqu'un d'autre que je dois lire pour être au même diapason. En fait, c'est que quand je viens, déjà en venant, je savais en fait quelques personnes dans le projet m'ont touché. Et donc, j'ai mis tout de suite en arrivant en fait des visages sur des noms. Ok, juste pour expliciter ça, c'est en gros, vous recevez les dossiers de tout le monde et vous les renvoyez à chaque participant. Le cadre de la préparation, oui, c'est vrai qu'il est assez important et la manière dont on essaie d'impliquer chacune des 12 personnes, c'est de renvoyer un maximum de contenu, de prévenir aussi, mais aussi parce que un certain nombre de sessions sont basées sur c'est une sorte de prérequis sur les lectures préalables pour pouvoir immédiatement renvoyer la balle aux camarades qui sont autour de la table, donner un retour pour ce qu'il vaut, parce que parfois il manque des billes, quoi. Il manque des informations, il manque mais il manque. Et à l'inverse, souvent c'est en termes de potentiel et de positif que c'est intéressant. C'est que c'est tellement extérieur à une situation comme à Zinder par exemple, que les gens qui t'ont donné les retours est basé sur autre chose, un petit peu décalé. Et c'est en ça que ça permet, tu parlais du recul tout à l'heure, mais de donner une sorte d'ouverture sur la manière dont on regarde son propre projet. Oui, donc tu as quelqu'un de Népal qui va lire ton projet et qui va donner un retour de comment ça va être reçu là. Mais tu en as parlé d'autres choses, c'est aussi que c'est ça qui a aussi permis de tisser des relations avec les autres, parce qu'à partir du moment que tu as lu leur projet, tu les connais. Bien sûr, absolument. Parce que quand vous recevez un projet et que vous le lisez, et tout de suite, en fait, il y a un attachement au projet et forcément, en fait, aux gens qui le portent. Et donc, quand vous arrivez, et ce qui était très marrant, et c'est une expérience que j'ai vécue, en fait, que jusque-là, je me souviens, en fait, on était arrivé au premier jour, c'est comme si on s'est déjà connus. Je me suis rendu compte que c'est les projets qui ont fait en sorte qu'on s'est attaché à des gens et on a eu à mettre des visages sur des noms. J'arrivais tout de suite, en fait, il y avait un projet particulièrement qui était un de mes coups de cœur, c'était Crocodile Tires. Yeah. Et donc, j'arrive, en fait, tout de suite, Mandy et Tumpal, je connais, quoi. Et voilà, je suis arrivée, je dis, voilà, ils sont là. Et tout de suite, même s'il y avait la langue, en fait, qui faisait défaut, puisqu'il faut le dire, en fait, avec mon franglais. Et donc, c'était un peu délicat de discuter avec les gens, mais je connais le projet et il y a des moments où, tout de suite, quand on demandait, en fait, qui veut commencer à parler, tout le monde était là pour parler. Parce qu'on ne découvrait pas les choses sur le champ, mais on a eu le temps de se familiariser avec les projets, on les a lus. Donc, après, on était à même d'être, si vous voulez, une sorte de jury, en fait, pour leur poser des questions, comment vous comptez, mais là, vous avez dit ça, mais expliquez, quoi. Et donc, c'est ça, en fait, à vrai dire. Et moi, je pense qu'à la fois, on était auteur, mais on était une sorte de mentor aussi. Ben oui.
Une sorte de mentor. Et ça, c'était avoir des casquettes à la fois. Et c'est ça qui fait toute la différence, je pense, au niveau de cet atelier-là. Et est-ce que tu penses que ça a créé une espèce de confiance? Parce que dans le sens, oui, vous êtes une jury, mais vous êtes conscient que vous allez être jugé aussi. Absolument. Donc, du coup... c'est ça qui fait marrant, en fait. On est juge et partie à la fois. Et donc, ça, c'était très beau. Et de savoir que, oui, on juge les autres, mais on sera jugé par eux et par d'autres personnes aussi. Donc, vous voyez, c'est que ça fait, en fait, de se trouver dans cette bulle-là, comme ça, des allers-retours, en fait. Et c'est ce qui fait qu'il y avait vraiment quelque chose d'assez magnifique dans ça. Et on continue, on a su garder le contact. Et tu vois, par exemple, il y a Thiro qui revient. Et tout de suite, quand on s'était vu, en fait, il m'a demandé Ousmane, et il y a le nom. Et donc, on parle des projets qui sont aboutis, qui sont en train de se faire et tout ça. Donc, c'est tout ça qui fait, en fait, la beauté des laboratoires. Même s'il y a des moments où on se dit, peut-être, oui, on a fait assez de labos, ça va, le prochain, on va le faire tout seul. Non, il y a quelque chose de l'ordre de l'humain, en fait, qui est là. Et chaque rencontre qu'on fait, ça amène quelque chose dans notre carnet d'adresses, et tout simplement en tant qu'humain aussi. Et je pense que c'est toutes les belles rencontres-là qui font qu'on arrive à avoir une âme assez ouverte pour aborder des thématiques et tout simplement pour voir le monde autrement. Parce que je me dis, en fait, à partir de sa bulle, est-ce qu'on serait capable de voir le monde, en fait, avec beaucoup de prismes? Je pense pas. Clairement pas. Les rencontres, ça fait des belles choses. Et tu as évoqué le nom d'Ousmane, donc, qui est venu avec toi à l'atelier, parce qu'il me semble que ça aussi, c'est un aspect qui est peut-être, je ne sais pas si c'est unique, mais c'est quelque chose que vous exigez, que ça soit un binôme. Tu veux en parler? Pour valider une sélection, une candidature, il faut effectivement que le projet soit déposé par un producteur, une productrice et un réalisateur ou une réalisatrice, donc 2 personnes qui s'identifient eux-mêmes suffisamment pour se dire qu'il y a une productrice ou un producteur et un réalisateur et une réalisatrice, ce qui n'est pas toujours simple en fonction évidemment du pays, parce que parfois la notion, le profil du producteur est assez flou, n'existe pas toujours de la même manière dans certains pays. Donc oui, ça c'est un critère important. Pourquoi ? Parce que en creux de tout ce qui est donné pendant l'atelier, toutes les sessions de travail, il est question, même si ça en fait pas complètement partie en tant qu'une session sur ce sujet-là, mais de comprendre pour chacun des 2 personnes du binôme la place de l'autre. Comment on travaille ensemble ? Quelle responsabilité a mon partenaire ? Où est-ce qu'en tant que réalisateur ou réalisatrice, je peux exiger telle ou telle chose dans la question du marketing, dans la question de prise de position, dans le choix du vendeur ou de la vendeuse. C'est des exemples, hein, mais évidemment que c'est important. Et puis de se découvrir aussi pour vérifier qu'on parle bien de la même chose. On parle bien du même projet. On parle bien des mêmes personnages, on parle bien. Et ça, j'allais dire, ça arrive chaque année, oui, où on voit bien que dans les yeux de chaque personne, il se passe une compréhension de cet ordre-là. Et à la fin de l'atelier, si tout s'est bien passé, eh bien, on parle vraiment du même projet. Et on va pouvoir, sans compter que, et ça c'est un autre aspect assez positif du fait de réunir, enfin d'inviter un producteur et un réalisateur ensemble, c'est que parfois ils ne travaillent pas dans le même pays, dans la même ville, et quand même ils sont dans la même ville, parfois ils ont pas la possibilité de se voir tant que ça. Et donc là c'est une semaine entière où ils sont collés l'un à l'autre quasiment dans le cadre de consultations individuelles, des sessions de groupe, et où ils doivent parler absolument de leur projet. Et il y a cette espèce de relation un peu forcée, un peu anormale par rapport au quotidien, mais qui est évidemment bonne pour le projet, parce que le projet demande ça. Donc oui, cette notion de binôme est très importante. Très importante. Moi, je pense que c'était une vraie, comment on appelle ça, un vrai moment de lune de miel, en fait. C'est quand on y va, on parle qui dit ça, quoi, de l'amour. Et là, on parle de l'amour du projet. Donc, on est tous autour de ça, et c'est ça qui fait la beauté. Et peut-être qu'il y a quelque chose aussi que je vais dire. Produire aussi, en fait, ça a permis aussi à ce que le projet de Ousmane, son propre projet,
arrive à rencontrer Estelle ici. Et ils se sont mis d'accord pour produire, en fait, pour faire un film ensemble. Et vous voyez, c'est que ça fait des étincelles. Et grâce à cette rencontre-là, ici, en tant que producteur qui m'accompagne, il a trouvé Estelle, donc une autre productrice. Une autre productrice, en fait, des films de Balibari, ma boîte donc de production, celle qui me produit. Et ils ont fait un film ensemble. Donc, vous voyez, si Ousmane était resté au Mali et que si nous n'avons pas amené ces films, peut-être ils n'allaient pas se rencontrer. Et là, vous voyez la magie des rencontres, en fait. C'est ça qui fait toute cette beauté-là. Et donc, voilà un peu ce que ça fait, en fait. Et on a failli aussi avoir un vendeur, en fait, pendant le produire aussi. Mais à la dernière minute, en fait, on a tourné, on a eu un autre. Donc, mais pour vous dire, tout ce que ça permet. Et si jamais demain, en fait, on a un autre projet, on sait qu'on a des contacts. Il y a un vendeur, là, il y a un potentiel producteur aussi. Les monteurs aussi qu'on rencontre. Je l'avais dit, la première fois que j'ai vu Stefano Tayaldi, c'était ici. C'était entre une porte entrouverte. Stefano. Donc, entrouverte que j'ai regardé, j'ai vu l'énergie qu'il avait, qu'il incarnait, comment il était là en train de donner, d'étalonner les jeunes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et j'étais là derrière la porte, en fait, waouh, je me dis, mais comment est-ce que je peux être un jour là, à cette place-là? Stefano, c'est le mentor producteur italien qui vous accompagne sur le pitch. Et donc, c'est grâce à lui que j'ai appris à me forcer à faire des pitchs en anglais. En anglais en plus. Mais est-ce qu'on peut vraiment maintenant... on va tourner... Il avait une phrase magnifique là où il dit « pitch or perish ». Et ça, pitch or perish. Pitch or perish. Pitch or die. That's very good. Et donc, parlons de Zander. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant la semaine de Produire au Sud? C'était où le projet au départ par rapport à la fin? Est-ce qu'il y avait des mouvements dans le projet? Oui, bien sûr. Il faut le dire. Déjà, en fait, avant de venir à Produire au Sud, j'ai fait quelques ateliers. Donc, Produire au Sud, en fait, j'ai fait au Maroc. Non, c'est pas Produire au Sud. Avec Hicham, comment ça s'appelle déjà? Fidadoc, donc j'étais là-bas. Et là-bas, j'ai fait vraiment, comment on appelle ça, un travail d'évaluation du risque du projet. Parce que je me rappelle, j'ai en mémoire, en fait, mes deux mentors qui... C'est la ruche. C'est la ruche documentaire. La ruche documentaire, oui. Il y avait mes deux mentors, en fait, il y a un, chaque matin, qui toquait à ma porte et qui me disait « Est-ce que tu sais qu'un tel a fait un film sur les gangs et il est mort? Ils l'ont tué. » Et donc, il y avait un autre qui disait « Mais pourquoi tu lui dis ça? Elle n'est pas venue, en fait, pour que tu lui fasses peur. » Et donc, il y avait ça. J'étais très confuse. Je suis sortie de là-bas assez confuse et je ne savais pas, en fait, comment faire. Je dois le faire ou je dois arrêter? J'ai dit « Non, c'est un film utile. » Pour ceux qui regardent, Zander, c'est un film sur des gangs. Donc, on lui a fait peur. Donc, voilà. Et après, je continue. Je suis allée à Ouaga, là-bas. Ça, c'était en 2017. Et le projet était vraiment au stade embryonnaire. Et puisqu'en fait, il y avait un va-et-vient. J'écrivais, je changeais parce que je ne savais pas. J'allais dans tout le sens. J'avais peur, j'avoue. Qu'est-ce que je fais? Et si je pars par là, est-ce que je ne vais pas me mettre en danger? Est-ce que je ne vais pas mettre les gens qu'on filme, qui je vais filmer aussi en danger? Donc, j'ai cherché vraiment ma voie. Et je suis arrivée au niveau de Produire au Sud, en fait. Et là, j'ai trouvé, comment on appelle ça, et j'ai tangué, en fait. J'étais comme si j'étais sur un bateau qui était ivre, en fait. Et du coup, quand je suis arrivée là, il y avait eu l'accompagnement individuel, il y avait eu tout cet accompagnement de groupe, en fait, et qui a permis, en fait, d'ouvrir le projet pour avoir beaucoup plus de perspectives. Et ça m'a permis vraiment d'aller comme une fusée. Et tout de suite, en fait, avec toutes les questions que j'ai reçues, qu'on m'avait posées, même si j'avais pas... Ça m'arrivait beaucoup de fois où je n'avais pas de réponse sur place. Mais une fois que je suis retournée chez moi, j'ai essayé de faire... C'était comme un puzzle, en fait. Et il fallait vraiment que je cherche ma voie pour faire le film que je voulais. Parce qu'il faut le dire, en fait, dans les laboratoires, là où on passe les ateliers, il y a tellement de gens qui nous donnent des idées ou qui nous posent des questions. Il fallait savoir où on va. Et donc, une fois à la maison, je suis allée, en fait, confronter tout ce que j'ai reçu sur le terrain avec dans les labos avec la réalité du terrain qui est toute autre. Et c'est en ces moments-là précis que j'ai pu faire le lien entre ce que j'ai reçu, en fait, des mentors
et ce qu'il y a sur le terrain et comment faire en sorte entre les deux en fait de trouver moi mon chemin à moi. Donc voilà, c'est à quoi ça m'avait vraiment servi. Et tu vois ça souvent avec des projets où les gens sortent de l'atelier presque submergés par ce qu'ils ont reçu et qu'après que ça s'éclaircit, parce que dans le cas de Zander, c'est évident, ça s'est éclairci et à tel point que c'était l'ouverture du festival des 3 continents hier soir. C'est assez difficile à dire, mais en tout cas, il y a plein de signaux qu'on peut percevoir et qui traduisent un changement comme ça. Le fait de l'incubation, je disais, le fait d'être avec son partenaire pendant une semaine entière, le fait d'avoir parlé autant, ça pousse dans des retranchements et dans des compréhensions telles que c'est soit le projet peut en bénéficier, mais souvent, vu que c'est très frais, il en bénéficie quelques semaines après, le temps que les choses redescendent un peu, de digérer un peu tout ce qui a été donné, etc. Et on en a parlé, vu que Produire au Sud propose quand même un terrain, et ce qui se passe, c'est aussi une expérience humaine, c'est aussi personnellement que les producteurs et les réalisateurs trouvent des sortes de réponses, des sortes de tilts, des sortes de plein de choses qui les aident à, j'allais dire, à les mettre peut-être, comment je pourrais dire ça, en face de leur désir, quoi, de leur passion, et, et ça, oui, ça, on voit un changement dans la semaine, mais même un changement quasiment physique, de perception, dans le regard, dans la manière de parler, et étant donné que pour un certain nombre de producteurs et réalisateurs, c'est une première sélection internationale, parfois même la toute première, donc le premier déplacement international. C'est aussi à cette échelle-là qu'il faut mesurer ce que ça représente pour un certain nombre d'entre eux, quoi. C'est une ouverture quand même qui change et qui déplace beaucoup de leur perspective, et ils commencent à y croire. Ça devient concret. Il y a on en parlait hier comme ça, Isha, je trouve que c'est très beau ce que tu disais sur il faut y croire, mais à partir du moment où on saisit cette chose-là, il faut se dire c'est pour moi aussi, quoi. C'est possible. Il y a une place pour moi à cet endroit-là. Et Produire au Sud, je pense, peut, pour certains, créer l'étincelle, créer cette chose parce qu'il y a cette attention, il y a cette bienveillance, il y a cette dimension humaine entre les gens, il y a cette écoute, et que tout le monde peut y trouver de la place. Voilà. Il peut aussi arriver le contraire, c'est-à-dire, c'est arrivé, hein, des projets qui arrivaient avec un binôme, et puis le projet ne se fait pas, le binôme s'arrête. Les partenaires ne travailleront plus ensemble. Parce que pour les mêmes raisons, ils se sont expliqués, ils se sont davantage rencontrés, eh bien, on n'ira pas plus loin. On n'ira pas plus loin parce que ça marche pas au fond. Oui, parce mais mieux le savoir, hein, mieux le savoir. Ouais. Oui, parce que c'est un long travail. Et parlant du long travail, Zander était long dans son incubation, gestation. Ouais. C'était vraiment long et je pense qu'il faut parler un peu plus fort, toi. C'était vraiment quelque chose d'assez long, il faut le dire, parce que le projet à lui-même, avant même de poser les jalons d'une coproduction avec Lara, en fait, il y avait eu un travail en amont qui était le travail des lectures, par exemple. Comment faire un état des lieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit des mémoires, des articles presse, des articles scientifiques sur le phénomène, donc il fallait comprendre en fait réellement c'est quoi le phénomène à lui-même. Donc ça, c'est un travail qui m'a pris énormément de temps. Et donc je participais même à des enquêtes en fait sociales avec des cabinets allant dans le sens de comprendre ces phénomènes du gang au niveau de la région des Andes. Et après, ça nous a pris 5 ans après ça, tout cela, pour quand on a posé les jalons qu'on veut vraiment aller dans le sens de coproduire. Et la grossesse a duré beaucoup de temps, plus que prévu. Pourquoi ? Parce que quand même, il fallait savoir c'est quel genre de bébé qu'on allait enfanter. Il ne fallait pas l'enfanter soit boiteux, soit il a un œil, ou tout simplement enfanter un monstre en fait, qui pouvait embraser quelque chose. Donc, parce qu'on ne fait pas un film pour mettre les gens qu'on filme en danger, ou soi-même.
Et d'autant plus que c'était comme marcher sur des yeux. En fait, il faut savoir quel genre de chaussures utiliser et où est-ce qu'on met les pieds. Donc tout ça, ça a pris ces temps-là qu'il fallait. Et je pense que le fait de lui donner ces temps, ça a permis que l'équipe a pu avoir un accès incroyable, en fait. Parce que s'il n'y avait pas le travail en amont, je ne pense pas si Zender allait avoir lieu. Parce qu'il fallait que les gens comprennent qu'on est là pour faire un film avec eux, pas sur eux, et qu'ils comprennent aussi qu'on n'est pas venu en fait pour voler leurs images et aller les raconter en fait comme des monstres. Et d'ailleurs, c'est le moment de les dire. En fait, j'ai été touchée pendant tout le tournage. Il y avait énormément de moments où c'était plein d'émotions pour moi, qui venaient d'une famille modeste, mais je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'étais dans le luxe comparé à ces gens-là. Et en arrivant dans ces milieu-là et je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses en fait que je ne pouvais pas savoir si je n'avais pas osé aller vers ces sujets-là sur ma propre ville par exemple. Et vous voyez ce que ça fait d'aller vers les gens qui comprennent ce qu'on voulait faire et qui ouvrent leurs portes. Donc c'était déjà à un moment donné ils ont fait confiance et ils se sont dit ça y est en fait on n'est pas là pour nous trahir. Et c'est comme l'a dit Signia, quand après avoir fait, pendant qu'il était en work in progress, je l'ai invité à venir le voir quand j'ai fait un break pour retourner à Niamey. Et lui, il était là pour une activité. Et donc, on a vu le film ensemble. Et à un moment donné, il était tellement pris d'émotions, il ne parlait pas. Je lui ai laissé le temps qu'il fallait. Et c'est là où il me disait, en fait, on ne nous a jamais filmé avec autant d'humanité. Toutes les fois où on nous a raconté, on nous racontait comme que des voyous. Après, il m'a dit, d'accord, on est des voyous, mais on n'est pas que ça. Ton film, il nous montre comme des humains aussi. Et ça, les jours-là, j'ai pleuré. Et j'ai dit, je pense que j'ai accompli ma mission. Et c'est ce que je voulais. Et si lui, il les perçoit comme ça, ben donc c'est... C'est pas un monstre. Oui, c'est pas un monstre. Et c'est vrai. C'est des gens qui ont un passé assez lourd. Mais moi, je suis allée avec plein de préjugés. Mais quand je suis arrivée sur le terrain, en fait, ça s'est tout de suite tombé. Et j'étais à un pas de faire de l'apologie de la violence parce que j'ai leur trouvé des raisons. J'ai leur trouvé des fois des raisons, en fait, de se faire entendre. Parce que tout simplement, c'est des gens, pour la plupart, dont même la jeunesse a été spoliée dès le berceau. Quand quelqu'un, en fait, qui est dans la même ville que moi, qui a eu la chance d'avoir mon acte de naissance à la naissance, dans les secondes qui suivaient, et que quelqu'un d'autre arrive à l'avoir à 30 ans, 25 ans ou 18 ans quand il a l'âge d'aller voter. Mais je me dis, mais elle est où la justice, quoi? On est tous dans la même ville. Moi, j'ai eu droit d'aller à l'école. C'était une évidence, en fait. À 6 ans, j'étais vraiment à l'école. Pour les autres, ce n'était pas évident. Moi, j'ai eu droit d'aller avoir le luxe, en fait, que ma mère arrive à m'accoucher dans une maternité. Ce n'était pas évident dans leur quartier. Donc, tout ça, ça m'a amené, en fait, à voir, mais en fait, quand on est avec rien, est-ce qu'on ne nous conditionne pas en fait, à devenir, entre guillemets, des monstres un jour? D'autant plus que c'est comme des gens qui donnent une réponse à cette société-là qui a mis leurs parents au banc et eux avec. Et j'ai jusque-là en mémoire, en fait, parce qu'avant de le faire, j'ai parcouru pas mal de palais. Il y avait un jeune qui m'a particulièrement marqué quand il avait en fait, des idées suicidaires. Et quand je lui ai posé des questions, il m'a dit, mais qu'est-ce que je perds en devenant, même si c'est un monstre, en fait, il m'a dit, toute ma vie, je mangeais que le reste de vous autres. Pendant que nous, on était habillés en haillons, en accompagnant nos parents, d'autres couchés à dos d'âne pour aller commander la pitance quotidienne chez vous autres, vous partez à l'école. Et ça m'a amené à réfléchir, en fait, à la citerne que je voyais pendant que j'étais enfant. J'allais en classe de CICP. Et je voyais la citerne qui montait en fait la colline pour le ramener à boire. Donc c'était une citerne qui allait desservir là-bas de l'eau. Donc il y avait un passage ou deux passages par jour. Alors que nous, chez nous, tu ouvres le robinet, tu as l'eau, quoi. Et donc du coup, ça m'a amené à penser à tout ça là. Et quand je voyais en fait les gens qui se battent pour avoir des petites sommes pour amener leurs femmes en consultation prénatale, tout ça dans le but en fait d'avoir un enfant qui naît dans une maternité et qui arrive à naître en fait citoyen, mais pas un apatride de l'intérieur. Et donc ça amène beaucoup à réfléchir par rapport à tout cela, quoi. Et donc j'ai trouvé de l'amour et c'est quelque chose que
ne m'attendait pas du tout. C'est comme un jour quand j'avais le casque, en fait, et en discutant, et l'épouse des Sina, elle demandait, en fait, elle avait à cœur comment nous nourrir pendant qu'on est ses hôtes, quoi. Comment nous nourrir pendant qu'on était chez eux. Et elle voulait vendre sa tasse, en fait. Et moi, j'avais les écouteurs, en fait, et j'entendais la discussion. Donc, c'est quelqu'un qui n'a même pas, si tu veux, en fait, 3 €, quoi, pour pouvoir faire à manger à des gens qui viennent chez lui. Et donc, du coup, moi, je disais, écoutez, on va tester aujourd'hui ta cuisine. Et on veut que tu fasses de la cuisine pour tout le groupe et tout ça. Mais j'ai dû prendre la moto, aller très loin, vider les larmes de mon corps et revenir. Parce que je ne me pose pas la question de quand quelqu'un vient chez moi, comment je vais les nourrir. Vous voyez toute cette solidarité qu'il y avait. Mais oui. Et c'était aussi un des premiers palais que j'ai rencontrés. Et c'était des plus jeunes, en fait. Le plus grand, il avait 17 ans et tout ça. Et que je voyais des gens qui venaient kiffer le docker dans la gare, kiffer les taxis motos. Et chaque soir, quand ils venaient, il y avait une petite boîte, en fait, déposée quelque part qui servait des caisses. Et ils mettaient un peu de jetons. C'était de l'argent qui permettrait plus tard d'amener une maman, en fait, qui était malade à l'hôpital. Et plus tard, quand elle est décédée, ils ont fait le même rituel pour collecter de l'argent pour lui acheter la tenue qui allait l'habiller pour l'amener à sa dernière demeure. Donc ça, il faut être sur place, il faut de l'immersion pour vivre tout cela. Et ça a complètement changé ma vie, en fait. Mon regard a changé. Et je pense qu'ils ont touché mon humanité. Et depuis ces jours-là, j'ai arrêté de me plaindre, en fait. Parce que je me dis, tu n'as pas de raison de te plaindre, en fait. C'est juste à côté de toi. Il y a juste une frontière artificielle qui nous sépare, eux et nous. Et qu'il y a des gens qui vivent cette situation-là. Tu ne peux pas te plaindre alors que tu as tout, quoi. Et donc, tout ça, ça a vraiment changé mon regard, quoi. Oui, et on le ressent, en fait, dans le film. On le ressent maintenant, mais on le ressent aussi dans le film qu'on a vu hier soir au festival. On ressent ton amour pour ces gens. Et je pense que c'est aussi ça, non? Le Festival de 3 continents et produits au Sud, c'est pour nous permettre à voir ces choses-là. On n'a pas beaucoup de temps, donc un dernier mot chacun. Non, pour juste rebondir sur ce que tu disais, effectivement, essayer d'entendre, en tout cas, par la voix de chaque réalisateur et producteur, réalisatrice, productrice, essayer comment dire, d'entendre ce qu'ils ont à dire véritablement, de pas transformer cette parole-là, d'essayer de la recevoir dans sa complexité, dans sa pluralité, dans sa singularité, de ne pas poser une recette qui serait celle de je ne sais quelle formule, coproduction internationale ou autre, mais d'essayer, et c'est aussi là que la question de n'avoir que 6 projets autour d'une même table permet de prendre suffisamment de temps pour traiter la nature, la singularité, la vie, l'originalité de chacun des projets, et d'entendre exactement tout ce que tu viens de dire, Aïcha, qui est passionnant pour comprendre et rentrer davantage dans un projet, en fait, et des voix VOX qui sont absolument nécessaires pour réussir ensuite à proposer les bonnes personnes, les bons partenaires, les bons potentiels coproducteurs, quoi. Aïcha, un dernier mot? Oui, un dernier mot. Je vais parler, en fait, de la soirée d'hier. C'était parce que c'est pourquoi je suis là à Nantes, c'est pour faire l'ouverture de la 43e édition du Festival de 3 continents avec notre film Zender. Et c'était vraiment un moment intense et incroyable pour moi, qui suis auteur, en fait, qui a à peine commencé. On arrive à faire une ouverture, et avec l'équipe qui était là, la productrice, en fait, Clara, et le chef op Julien, dont aussi la rencontre a été faite grâce à un festival, il faut le dire, parce qu'on était à Angers.
Et donc, tout ça, c'est vrai, c'est Balibari qui me l'a recommandé, mais on s'était vu, on a discuté, on a vite compris qu'en fait, c'est le chef op dont j'ai besoin, pas quelqu'un qui va juste appuyer sur le rec et puis ça finit, quoi. Et donc, pour vous dire, hier, nous retrouvons tous ensemble. Et Julien qui est venu avec toute sa famille. Toute sa famille, jusqu'au dernier, ils sont venus en fait pour voir le travail qu'on fait ensemble. Son père, sa belle-mère, tous étaient là. Clara qui était là et il y a une partie de l'équipe qui nous manque, Estelle, Ousmane et tout ça. Mais c'était en fait incroyable de nous trouver tous dans la salle et de recevoir les félicitations de gens en fait qui applaudissent ce travail d'équipe-là incroyable qui a été fait. Parce que c'est avant tout une aventure humaine. Clara, on s'était vu il y a 11 ans. Hier, elle disait 9 ans. En fait, il y a 11 ans, on s'était vu, elle et moi. Et donc, du coup, il y avait un coup de cœur tout de suite et on s'est accrochés. On est devenu un vrai binôme et on s'entend. Et au-delà, en fait, de ce travail professionnel qu'on fait, on est devenu une famille. Aujourd'hui, je connais Clara, connaît ma famille. Quand je viens, je suis reçue dans sa famille. Donc, vous voyez, tout ça, en fait, ça permet vraiment de faire ce genre de trucs. Et hier, c'était incroyable de nous retrouver tous dans ces beaux théâtres-là avec des belles personnes qu'on aime et qui sont venues nous accueillir, qui sont venus en fait nous dire félicitations, bravo. Ça change toute une vie en fait. Et c'était énorme pour nous. J'avoue que j'ai fondu à larmes quand je suis rentrée à l'hôtel. Je te jure. Et c'était pareil quand j'ai reçu le mail. En fait, je me disais que c'était un rêve. Je reviens, je relis les mails. En fait, je me dis non, c'est pas vrai et tout ça. Je retourne. J'étais tellement émue. En fait, j'avais des larmes et je commençais, comme je disais à Clara, à perdre un peu de mon humilité. Parce que chaque matin, sur ma page, j'ai dit, je fais l'ouverture de 3 contenus. Parce que c'est beau de faire l'ouverture d'un festival. C'était la première fois. J'avais l'habitude de voir les autres faire. Et je ne savais pas que ça allait arriver un jour et que si ça devrait arriver, ça va arriver tôt. Parce qu'on fait un premier long métrage. Tac, c'est parti. Et le retour de Jean hier, tout le commentaire qu'on recevait, c'était énorme en fait. C'était vraiment énorme et je pense que ça nous donne encore une autre responsabilité. On s'est dit qu'en fait, le prochain, on doit être la barre encore beaucoup plus haute pour tous ces gens-là en fait, qui nous accompagnent, qui nous disent que c'est possible. Parce que moi, en fait, si vous voulez, un simple bravo est capable de changer ma vie. Aujourd'hui, je vous rencontre, vous me dites que bravo, vous me rendez fière. En fait, demain, en faisant le prochain, vous êtes là quelque part dans ma tête en me disant je ne dois pas recevoir un tel parce que tout simplement, en fait, il mérite. Parce qu'il n'avait aucune obligation de me dire bravo, mais s'il l'a dit, c'était désintéressé, donc je dois vraiment continuer à le faire parce que pour moi, faire un film, en fait, c'est un combat que je fais via la caméra et je ne vais pas arrêter. Je pense que j'ai vraiment trouvé ma voie, j'ai trouvé ce que je veux faire, ce que j'aime faire. C'est faire des films et je vais continuer à les faire, raconter le monde qui m'entoure, mais raconter et aller à la conquête du monde aussi en allant rencontrer d'autres auteurs, en fait, c'est le maillage des pensées, en fait. Et je pense que c'est ça qui fait vivre une âme. C'est l'essence même de la vie humaine. Le prochain film, il sera en compétition alors, Ouais. directement. Mais c'était une belle réussite et pour le film et pour toi et pour Produire au Sud et surtout pour la communauté de Zander. Tout à fait. Et surtout, ce qui est important, en fait, j'arrête pas de le dire, c'est énorme. S'il avait permis à ce qu'il y ait une décision politique au plus haut sommet de l'État, avoir pour la première fois de la vie du cinéma nigérien un fonds à la hauteur de 1 milliard que le président avait décidé de mettre grâce au succès des Zander, je pense que c'est énorme quand même. Je pense qu'on peut, sans manque d'humilité, s'en féliciter pour cette aventure. Absolument. Bravo. Bravo. OK. Alors, on se laisse avec beaucoup d'amour et on attend les prochaines aventures. Hein. Ouais. Merci beaucoup, Aïcha. Merci, Aïcha. Merci, Merci. Merci.